mais de pouvoir en parler. Et il ne faut plus, en tout cas, que ces sujets soient un sujet tabou. On en parle sporadiquement, et puis on oublie, et puis après on revient, et depuis plus de 20 ans, nous vivons en fait le même scénario. Je ne sais plus si on doit appeler ça une saga ou un saga, mais bon voilà, on est là, on revient chaque année, les femmes se lèvent, les femmes se battent, les hommes se lèvent, dénoncent, mais la communauté internationale reste silencieuse. Et il est vrai aussi que par rapport à la situation qui prévaut à l'est de la RDC, on entend parfois tout et n'importe quoi. Et il y a beaucoup de fantasmes aussi. Et je voulais aujourd'hui que des personnes qui vivent cette situation, je pense au cœur de leur vie, certains viennent de l'Est, d'autres ont analysé cela en profondeur, puissent nous parler de cette problématique en tant que d'abord Congolais, comment est-ce qu'ils perçoivent ça et comment est-ce qu'avec eux on peut échanger et voir quelles sont les pistes de solutions ou comment avancer pour que aujourd'hui cette question soit réellement, mais vraiment remise sur l'échiquier international et qu'on en parle une fois qu'on en parle une fois pour toutes et qu'on arrive à arrêter en fait les massacres qui sévissent en RDC. Nous avons des orateurs de grande pointure que j'ai rassemblés pour pouvoir aborder la question parce que cette question a été étudiée, travaillée de manière scientifique pour qu'on arrive réellement avec je dirais, des résultats probants ou vraiment une discussion qui soit une discussion, je ne pourrais pas dire d'élite, mais qui donne vraiment en fait l'information, la bonne information pour qu'on puisse nous tous prendre la mesure de la chose. Donc je le disais d'entrée de jeu, depuis 20 ans, l'Est de la RDC est en proie à des conflits armés récurrents qui opposent les FARDC, on nous dit souvent aux rebelles, soldats dissidents, commandés généralement par des généraux, et aujourd'hui je voulais le dire, les généraux Tutsi, et dont le M23 est un avatar. Et on dit souvent que la RDC est en proie à des rébellions, alors que nous sommes en train de vivre une guerre, une vraie guerre menée par le Rwanda, aujourd'hui aussi par l'Ouganda, les textes, les rapports, différents rapports le montrent, et en filigrane par l'Ouganda, et aujourd'hui, j'ajouterai même aujourd'hui, par le Kenya. Et malgré cela, il n'y a rien qui se fait. Et on sait que les provinces du Nord Kivu, et on pense seulement que les provinces du Nord Kivu, les provinces de Kivu et les provinces orientales sont dans ces situations, mais en fait ces conflits, elles touchent tout le pays. Donc on va aborder la question des conséquences de cette guerre à travers toute la RDC. Comme je dis, en dépit de ce que je viens de dire, de ce qui est connu, en dépit des dénégations, il s'avère que les régimes rwandais, ougandais constituent aujourd'hui un obstacle pour moi majeur à la restauration d'une paix durable en RDC et dans les pays des Grands Lacs. C'est un danger permanent pour l'intégrité non seulement du territoire congolais, dont les ressources minières et l'étendue territoriale, bien sûr, attisent le convoitisme, mais aussi pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique. Parce que comme vous le savez, jadis, il y a un homme qui l'a dit aux Nations Unies, la RDC se trouve au cœur de l'Afrique. Et il a la forme de et sa gâchette se trouve, la gâchette de l'Afrique se trouve en RDC. Donc tant que la RDC est déstabilisée, ben, le reste de l'Afrique n'évoluera pas. La RDC reste le poumon, reste le cœur de cette Afrique que nous voudrions voir développer en vue, comment dire, d'un partenariat réussi entre le Nord, le Sud, et aussi pour éviter que nos enfants traversent les océans et qu'ils finissent dans les cimetières de la Méditerranée. Donc tout cela, comme je vous dis, ça passe par la RDC. Et c'était important pour moi de pouvoir aujourd'hui organiser cette conférence pour pouvoir discuter et mettre le point sur les i. Et donc par rapport à ça aussi, à l'issue de cette conférence, il y a beaucoup d'activités qui se font. Et les femmes de la diaspora congolaise, comme elles l'ont fait il y a 10 ans, pas 15 ans, quand les M23 avaient pris d'assaut pour la première fois la RDC, ben, les femmes de la diaspora se sont levées. Ici, elles sont constituées en une plateforme, ont été voir les autorités de ces pays. Et à l'époque, on a vu Renders, qui était ministre des Affaires étrangères. Et ben voilà, le ministre nous disait, je ne sais pas aborder cette question avec mes homologues de l'Union européenne parce que, bon voilà, ils n'ont pas vraiment les mêmes affinités que nous, ils n'y croient pas trop. Mais vous faites bien de venir me trouver parce qu'on est venu avec un mémo et vraiment bien avec différents points de nos demandes. Et il est parti avec notre mémo
parce qu'il avait, réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le jeudi. Il est parti avec notre mémo. Et puis, voilà, la Belgique a pu, comment dire, influer pour que, à ce moment-là, qu'on dise réellement que le M23 n'était pas une rébellion, mais qu'il était bien soutenu par le Rwanda et qu'on a pu mettre en place des mécanismes et des mesures qui ont permis, en fait, à cette époque-là, de bouter les M23 dehors. Sans plus tarder, je vais appeler nos orateurs, nos conférenciers d'aujourd'hui. Donc, il y a M. Jean-Claude Poutou, qui, pour le moment, il s'est blessé. Je vais appeler aussi Blaise, alias Zéblé Congo, à nous rejoindre. Et bien sûr, Jean-Jacques Ouondo, qu'on ne présente plus, qui va aussi nous rejoindre pour en fait présenter les 3 sujets de notre conférence.